Tendance du dollar américain sur le marché des changes. Tendance de moyen long terme ces prochaines semaines. Le Fed cut pace. Le Fed cut pace est la clé. Alors dans cette vidéo, chers amis, je vous explique. Alors que nous sommes après le pivot, le jumbo Fed cut de la Réserve fédérale des États-Unis, je vous explique ce qu'est le Fed cut pace. Pace, rythme. Nous allons aussi bien sûr faire un point rapide sur l'inflation américaine, le PCE, publié ce vendredi. Je vous montre le minimum légal à obtenir pour pas que le marché ne soit déçu. Un point d'analyse technique actualisé quant à la tendance du dollar américain face à un panier de devises majeures, donc sur le FX, le fameux DXY, avec la traduction que cela a sur le cours de l'euro-dollar. Je vous mets aussi à jour le positionnement institutionnel, donc des investisseurs et des traders institutionnels FX sur le dollar américain et sur l'euro-dollar. Et puis nous allons reprendre ensemble un des éléments très importants pour envisager la tendance du dollar américain, les spreads de taux. C'est parti, nouvelle édition du Fast and Forex. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Voilà, nous sommes la semaine S+1 après le pivot de la Réserve fédérale des États-Unis. Dans cette émission Fast and Forex, nous travaillons le marché des changes, nous travaillons les matières premières et essentiellement donc le dollar américain. Le dollar américain face à un panier de devises étant la référence globale des paires majeures en dollars. Clairement, si le GBP USD doit aller plus haut, si l'euro dollar doit aller plus haut, si l'USD yen doit aller plus bas, etc., si l'AUD USD doit aller plus haut, etc., cela serait dû à la poursuite de la tendance baissière du dollar américain face à un panier de devises. Et oui, effectivement, le dollar, en quelques semaines, est passé du statut de devise la plus forte du marché des changes. Il était numéro 1. Il était sur le podium. Le dollar est passé donc de statut de devise la plus forte sur le marché des changes. Oui, je me réinstalle un peu. Vous savez, je suis assis sur un ballon de kiné. Un jour, je vous le montrerai, il est tout bleu. Bon, à celui de devise la plus faible. Alors, en grande partie parce que le marché se projetait sur ce fameux pivot de la Fed. Et la Fed est connue pour son agressivité. Alors, agressivité, pas dans le sens émotion, comportement humain, dans le sens réactivité. Alors, Jérôme Powell a pourtant expliqué que la baisse de 50 points de base, donc 0,5 points de pourcentage, n'était pas la norme et qu'il ne fallait pas s'attendre, ces prochaines décisions de politique monétaire, à de nouvelles baisses de 50 points de base, donc 0,5 points de pourcentage, 0,5%. Sauf que le marché, lui, n'y croit pas. Le marché continue de penser, de se positionner sur, par exemple, le 7 novembre prochain, il y a quasiment équiprobabilité pour une baisse de 0,50 et une baisse de 0,25. La tendance du dollar américain face à un panier de devises, la tendance du dollar US ces prochaines semaines et ces prochains mois, si on cherche à se projeter jusqu'à la fin de l'année 2024, si on cherche à se projeter jusqu'au milieu de l'année 2025, jusqu'à la fin de l'année 2025, sera sous l'influence de cet élément-là. Le pivot est derrière nous. Quel sera le rythme à venir des baisses de taux? Pace. Fed cut pace. Je vous montre dans cette vidéo aussi ce qu'envisagent les institutionnels et les banques. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les banques? J'ai pu répertorier grâce à Bloomberg l'avis de la plupart des grandes banques américaines. Vous allez voir, elles ont des avis un peu divergents sur la tendance du dollar US sur le FX. Le plan s'ouvre, vous le découvrez. J'en ai déjà dit un mot, mais le voici à l'écrit. Le dollar US est donc passé, en l'espace de quelques semaines, du statut de devise la plus forte du FX à celui de devise la plus faible face à un panier de devises majeures. Je vous propose tout de suite d'illustrer ce propos. Alors, comment j'illustre ce propos? Je l'illustre à l'aide des indices devises du marché des changes. Donc, vous les avez sur TradingView et les codes ici se trouvent à droite. Donc, le BXY pour la livre sterling, le EXY pour l'euro face à un panier de devises, AXY c'est pour le dollar australien, ZXY c'est pour le dollar néo-zélandais, SXY ce bon vieux franc suisse, JXY le yen, le dollar et donc le dollar canadien. Le DXY, donc je l'ai mis en vert ici parce qu'il s'agit du billet vert, vous pouvez observer qu'il a passé l'essentiel de l'année en fait jusqu'à la mi-juillet dernier à la tête du classement des devises dites majeures. Ce ne sont pas forcément les premières économies mondiales, mais ce sont en tout cas sur le marché des changes flottant,
et remonte au début des années 70, les devises sur lesquelles il y a le plus de volume, le plus d'échanges, le plus de liquidité. Et donc, observez que le dollar US, qui a été la ligne verte en leader jusqu'au mois de juillet, et ici c'est janvier 2024, il est désormais avant-dernier, et pas loin de passer dernier. Le dollar canadien ferme la marche. Donc le dollar a abandonné son statut de devise leader du marché d'échange. Et le fait qu'il ait abandonné son statut de devise leader du marché d'échange s'est traduit donc par notamment la sortie par le haut de cette pattern du cours de l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, je vous ai déjà expliqué que je visais 1,15 d'ici la fin d'année et que les replis court terme s'achetaient. Ça, je vais en redire un mot tout à l'heure. Mais l'idée, en fait, si vous voulez, est de se poser la question de savoir est-ce que ce dollar, maintenant que la Fed a pivoté, certains peuvent penser acheter la rumeur, vendre la nouvelle, sell the news. Et du coup, la Fed ayant pivoté, peut-être qu'il n'est plus maintenant, peut-être qu'il ne s'agit plus de la bonne stratégie de continuer à être baissier moyen-long terme sur le dollar US. Eh bien moi j'estime qu'il s'agit de la bonne stratégie si le Fed Cut Pace l'autorise. Donc le Fed Cut Pace, il ne s'agit pas de la raison du pivot de la Fed, il s'agit en fait de l'ensemble des décisions de politique monétaire qui restent et à chaque fois le choix que fera la Fed. Première partie, donc nous allons discuter de ce principe, de ce phénomène du Fed Cut Pace, de cet événement monétaire qui va se développer devant nous. Deuxième partie, inflation US PCE pour un Fed Cut Pace sain. Alors ça c'est très important, car rappelez-vous, si la Fed devait baisser ses taux de manière agressive, c'est-à-dire empiler les jumbo Fed Cuts, c'est-à-dire à chaque fois, à chaque décision de politique monétaire, baisser ses taux de 50 points de base, pour une raison malsaine, la raison malsaine étant, vous le savez maintenant par cœur, le marché du travail, le dollar américain ne serait pas baissier, car si récession il y a aux États-Unis, soyez certains que récession il y aura au sein de la zone euro, et donc à ce moment-là, le dollar US est recherché pour son aspect refuge. Donc ce vendredi 27, je vais vous remontrer exactement ce qu'il faut obtenir au minimum, je dis bien au minimum légal concernant le PCE nominal, pour que ce cycle à venir d'assouplissement monétaire soit sain. Troisième partie, je mets à jour mon analyse technique sur le dollar américain en allant de l'horizon de temps mensuel à l'horizon de temps journalier. Je vous fais enfin un topo sur le positionnement institutionnel et comme d'habitude, un point sur les spreads de taux d'intérêt qui orientent les devises du marché d'échange. Alors, le Fed Cut Pace va décider de la tendance du dollar américain, première partie. Sur ce slide, vous avez un certain nombre de choses, on va prendre le temps de le regarder ensemble. Pour l'instant, ne jetez pas un œil au tableau à droite, je vais l'expliquer, regardez plutôt à gauche. Nous allons lire ensemble. Le Fed Cut Pace, donc vous avez compris, fait référence au rythme auquel la Fed va continuer de réduire le taux d'intérêt de ses fonds fédéraux. Le taux d'intérêt donc, de ces fonds fédéraux, alors la Fed vient à peine, prenons un peu de recul, nous pouvons constater que la Fed ne fait dans sa politique monétaire qu'alterner les cycles de resserrement monétaire, d'assouplissement monétaire, de resserrement monétaire, de statu quo, d'assouplissement monétaire, de resserrement monétaire, d'assouplissement monétaire, de statu quo, et cela a duré après la crise financière, resserrement monétaire, assouplissement monétaire, les taux zéro de la crise sanitaire, et donc ici, la campagne de resserrement monétaire qui a vu le taux de la Fed passer de 0,25 à 5,5 et la Fed, là, vient de le baisser à 5%. Le Fed Cut Pace consiste à déterminer à quel rythme la Fed va agir à la baisse. Et donc on peut constater que dans le passé, elle avait tendance à réagir de manière plutôt agressive. Mais il ne s'agissait pas ici il s'agissait ici de lutter contre des récessions. Or, là, nous sommes face à une dynamique différente. En tout cas, il y a la balance des risques entre soit le risque de l'emploi et le fait que l'inflation vraiment revienne non seulement à 2%, mais ne rebondisse pas au-delà. Alors, il s'agit donc de la première baisse de taux des fonds fédéraux depuis 4 ans. Ce que vous devez savoir parmi les détails que vous n'avez peut-être pas relevés, c'est que la Fed, ce n'est pas Jérôme Powell qui décide tout seul. Au sein de la Réserve fédérale des États-Unis, vous avez ce qu'on appelle un comité de politique monétaire, le FOMC, et donc chacun vote. La décision a été prise quasiment à l'unanimité.
Alors, c'est intéressant, c'est parce que Jérôme Powell a insisté sur le fait que ça a été ses premiers mots dans la conférence de presse la semaine dernière. Ne vous habituez pas aux baisses de taux de 50 points de base. Donc là, il évoque tout de suite les rythmes à venir. Donc, le pivot est acquis. Maintenant, il y aura des baisses de taux. Le sujet maintenant, c'est de savoir déjà pour quelle raison, mais ça, je traite ça dans le Top Gun. Là, ici, le sujet est de savoir à quel rythme. Le rythme, il y a trois possibilités. Vous avez les baisses lentes, sous contrôle. Imaginons que l'inflation soit résiliente encore plusieurs mois, de 25 points de base par 25 points de base. Vous avez la baisse dite de jumbo, grande baisse, Fed cut de 50 points de base. Et vous avez la baisse de 75 points de base, qui là est nécessairement une baisse en mode urgence pour lutter contre un risque de récession. En clair, si la Fed devait, ces prochaines semaines, ces prochains mois, baisser ses taux de 75 points de base d'un coup, ne vous attendez pas à une baisse du dollar américain. Ne vous attendez pas à une baisse du dollar américain. Car si la Fed devait baisser ses taux de 75 points de base d'un coup, cela sanctionne une récession. Donc, à la question de savoir si par exemple vous avez accompagné le dollar américain dans sa tendance baissière, si vous avez donc des positions baissières sur le dollar américain, c'est-à-dire haussière euro-dollar, haussière GBP-USD, haussière AUD-USD, baissière USD-Yen, etc., et que vous vous dites, dois-je les tenir? Est-ce que le dollar peut aller plus bas? Moi, c'est mon opinion, à horizon 6 mois, vous le savez. La réponse est oui, si la Fed procède par des baisses de 25 points de base, ou de 50 points de base, mais pour une bonne raison. La bonne raison d'une baisse de 50 points de base qui devrait se répéter serait une inflation qui très très rapidement, c'est-à-dire avant Noël, serait à la cible de la Fed. Nous allons avoir cette semaine une première réponse, puisque vous avez ce vendredi 27 septembre, j'en ai parlé dans le Top Gun, j'en redis un mot pour être plus précis sur ce qu'il faut attendre, la mise à jour du PCE. Le marché va regarder le PCE nominal, qui est à 2,5. Moi je vous dis, je pense qu'il sera à 2,3. Et vous avez le PCE Core sous-jacent qui est à 2,6, qui est attendu en rebond à cause de la résilience de cette inflation immobilière, mais qu'en fait, qui est une bêtise, parce que nous savons que l'inflation immobilière, dans les faits, là, en temps réel, est à 0. Mais cela met du temps, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, à arriver dans les indices officiels d'inflation. Et puis surtout, dans le PCE, vous avez aussi les frais d'assurance qui pèsent beaucoup. Par contre, vous avez aussi les frais de santé qui pèsent beaucoup dans le PCE. Et moi, mes indicateurs avancés sont optimistes. Mais bon, je vous montre ça rapidement. Alors, donc, oui, la Fed prévoit donc de poursuivre cette tendance. Alors, la Fed donc nous dit, ne vous habituez pas à 50 points de base. Ok. Maintenant, nous allons comparer ensemble 3 éléments. Nous allons comparer ce que la Fed envisage de faire, ce que les institutionnels pensent et ce que les banques pensent. Alors, tout d'abord, comment faire pour déterminer ce que la Fed envisage de faire? Pour cela, c'est simple. Vous allez sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, vous prenez la dernière décision de politique monétaire, et donc la Fed a mis à jour ses projections à travers ce tableau. Et vous avez ici une ligne qui s'appelle Federal Funds Rate. En l'état, la Fed nous dit, à un instant T, donc la semaine dernière, ce qu'elle envisage de faire au sujet de ses propres taux d'intérêt. Vous avez donc compris que le taux de la Fed a été ramené à 5. La Fed nous dit que d'ici la fin d'année, il sera à 4,4. Bon, c'est 4,5. En gros, c'est un milieu d'intervalle en fait. La Fed nous dit qu'il reste 2 baisses de taux selon elle. D'ici la fin de l'année, 2 baisses de taux de 25 points de base. D'ici la fin d'année, vous avez une décision le 7 novembre et une décision le 18 décembre. Donc la Fed, elle nous dit, je vais baisser mes taux de 25 points de base le 7 novembre et à nouveau de 25 points de base le 18 décembre. Et donc mon taux sera à 4,5. Voilà, à 4,5 à Noël. Maintenant, qu'en pensent les traders institutionnels? Eux, ils sont plus agressifs entre guillemets. C'est-à-dire que pour le 7 novembre, alors il y a quasi équiprobabilité entre une baisse de taux ou 2 baisses de taux. Alors c'est 54% pour une baisse de taux et 45% pour 2 baisses de taux. Par contre, dans le cas de figure où il y aurait une baisse de taux le 7 novembre, le marché, avec une probabilité de 50%,
se projette sur 2 baisses de taux d'un coup le 18 décembre, et voire, pour 24% des institutionnels, 3 baisses de taux d'un coup le 18 décembre, s'il ne devait y avoir qu'une seule baisse de taux le 7 novembre. Ça, c'est pas un bon scénario. Le 24% n'est pas bon. Si la Fed de 18 décembre devait vraiment agir avec 75 points de base, cela n'aurait pas forcément un impact baissier sur le dollar, car rappelez-vous, le dollar va baisser avec la baisse des taux de la Fed, mais si cette baisse des taux n'est pas trop agressive, pour une mauvaise raison, c'est-à-dire un risque de déflation, un risque de récession qui viendrait être sanctionné par 75 points de base de baisse, le dollar ne baisserait pas, parce que cela serait alerte rouge récession. Maintenant, qu'en est-il des banques? Alors, je vous avais ici un tableau, les données viennent de Bloomberg, avec ce que pensent maintenant la plupart des banques américaines, et ils ont mis la Deutsche Bank, parce que voilà, quand les Américains parlent d'une banque européenne, ils parlent de la Deutsche Bank, ce qu'ils connaissent. Bon, enfin bref, c'est une grosse banque. Alors, Bank of America prévoit donc 75 points de base en plus cette année, donc plus que la Fed, qui en prévoit que 50 d'ici la fin de l'année. Barclays pense comme la Fed. Citigroup maintient aussi 75 points de base de baisse de taux cette année. Rappelez-vous qu'il reste 2 décisions d'ici la fin de l'année. Cela veut dire qu'une décision sera avec au moins 50 points de base, peut-être celle du 7 novembre. La Deutsche Bank s'aligne sur la Fed. Goldman Sachs s'aligne sur la Fed. JP Morgan prévoit 50 points de base de baisse en novembre, uniquement si on a un stress sur le marché du travail. Donc là, cette thématique du marché du travail revient. Morgan Stanley envisage une série de 25 points de base de baisse de taux. TD Securities, 50 points de base. Un seuil de 50, c'est quand même énormément. C'est beaucoup, c'est supérieur à ce que pense la Fed. Bon, là, j'ai fait une erreur de date, c'est 2024. Et alors, Wells Fargo, eux, pensent vraiment qu'il va y avoir une baisse agressive des taux. Ils ont un scénario très agressif. Grosso modo, si vous faites la synthèse entre ce que pensent les traders institutionnels et ce que pensent les banques, le marché pense qu'il y aura davantage que 50 points de base de baisse supplémentaire d'ici la fin d'année. Or, 75 points de base, c'est ce qu'annonce la Fed. Si les anticipations du marché sont bonnes, oui, le dollar ira plus bas. Enfin, il ira plus bas, si cela est pour la bonne raison, et en particulier la désinflation. Et c'est pourquoi donc nous allons maintenant faire un passage rapide sur ce chiffre important qui est attendu ce vendredi 27 septembre. L'inflation US PCE pour un Fed Cut Pace sain. Alors, je ne vais pas refaire tout le topo que je vous ai proposé dans le Top Gun à ce sujet, mais dites-vous bien que le PCE nominal, alors le PCE c'est à la fois un indice de dépenses de consommation des ménages et d'inflation. Mais en ce qui concerne l'inflation, c'est l'indice favori de la Fed. Il est actuellement à 2,5. La Réserve fédérale se projette sur 2,3 d'ici la fin de l'année. Moi je vous dis quelque chose, il est possible, le consensus doit être à 2,4 pour ce mois-ci. Au regard de mes indicateurs avancés, il est tout à fait possible que ces 2,3 soient atteints dès ce vendredi. Et ça, mécaniquement, cela aurait un impact baissier sur le dollar américain face à un panier de devises. Autre élément important, dans le PCE ce vendredi, vous avez ici le PCE en rythme mensuel. Dans le monde d'avant, avant la crise sanitaire, il évoluait entre 0 et 0,20, parfois 0,30. Là, pour que la raison soit saine, il est impératif qu'on ne dépasse pas 0,20. Tout chiffre du PCE nominal en rythme mensuel qui dépasserait 0,20 aurait un impact haussier sur le dollar américain à court terme. L'analyse technique, j'y viens après. Par contre, vous avez ici donc le PCE Core, qui exclut les éléments les plus volatiles, notamment l'énergie et l'alimentation, qui ne baisse plus. Vous l'avez noté, est à 2,6. Le consensus prévoit même qu'il pourrait rebondir à 2,7. Parce qu'il y a une latence de plusieurs mois pour que les données temps réel de l'immobilier arrivent à l'intérieur. Il y a un problème aussi avec les frais de santé et un problème avec les frais d'assurance. Moi, mes indicateurs avancés sur les frais de santé sont plutôt optimistes. Donc nous verrons bien, mais ce chiffre est à suivre. Le consensus envisage que la métrique rebondisse à 2,7.
Alors, si la métrique devait rester à 2,6 ou être inférieure, cela aurait un impact baissier fort sur le dollar américain face à un panier de devises. Et c'est justement maintenant que nous allons passer donc au dollar américain, donc dollar US DXY, analyse technique multi-time frame. Je vous refais un topo complet sur ce dollar. Alors commençons par l'horizon de temps mensuel. La meilleure façon, lorsque vous allez faire votre analyse technique du dollar, c'est de partir des horizons de temps longs et de terminer sur les horizons de temps courts. On va commencer sur les horizons de temps longs. Donc, moi, je vous rappelle, là vous avez quand même 25 ans d'historique. Et donc, moi, j'estime que nous avons fini à l'été 2022 un cycle haussier classique en 5 temps. Une 1, une 2, une 3, une 4. Et que nous sommes maintenant dans une correction standard en A, B, C. D'accord ? Ce qui est intéressant de noter, et que j'ai relevé récemment, c'est les enseignements du système Ichimoku en données mensuelles. Où vous pouvez noter donc que le nuage du système Ichimoku en mensuel capte des tendances de très très long terme. Nous en sommes sortis par le haut ici en 96. Le marché a été haussier jusqu'à 2002. Nous en sommes sortis par le bas en 2002. Le marché a été baissier jusqu'à 2008. Nous en sommes sortis par le haut en 2014. Le marché a été haussier jusqu'en 2017. Nous en sommes sortis par le bas ici en 2020, mais ce fut l'exception de la crise sanitaire, très vite repris. Nous en sommes ressortis par le haut en 2022 et il y a eu cette phase de hausse. Et là, regardez où nous sommes. Donc ce que je veux vous dire par là, la clôture mensuelle, c'est la semaine prochaine. Si la clôture mensuelle du dollar devait se faire sous ce niveau, sous la SSB, cela serait vraiment un signal bearish majeur pour les prochains mois sur le dollar américain. Je ne suis pas certain que nous ayons les éléments fondamentaux pour donner ce signal. D'autre part, voilà, nous verrons bien, j'aurai l'occasion d'en reparler avec vous, c'est la semaine prochaine, quelle sera la clôture mensuelle. Mais nous avons ici un niveau de prix très important, à 102 points. Alors, vous allez voir que sur les autres horizons de temps, ce niveau des 102 points produit aussi des effets. Alors, ici, donc, vous avez maintenant le graphique en données hebdomadaires, où je vous donc, propose ce scénario, donc, d'abord une vague A, nous avons eu ici une vague B. Alors il y a débat, hein. Soit la B c'était ce triangle, mais qui n'est pas complet, soit elle était là, et donc là nous commencerions à peine la C, soit la C a commencé ici. Et nous aurions fait la 1, la 2, nous serions dans la 3 de la C, puis la 4 de la C, puis la 5 de la C, et moi j'envisage que fin deuxième semestre 2025, le dollar soit revenu ici. D'accord ? Donc ça, hein, c'est l'euro-dollar à 1,15, 1,17. Ça c'est, voilà, en termes de traduction. N'oubliez pas, si le DXY baisse, c'est l'euro-dollar qui monte, c'est le GBP-USD qui monte, c'est la UD-USD qui monte, c'est l'USDN qui baisse, etc. Ça, c'est donc le moyen terme. Maintenant, regardez les 102 points, je vous les ai montrés en mensuel, regardez, c'est ce niveau-là, les 102 points. C'est ce niveau-là. En clair, moi, donc là, à court terme, on s'est stabilisé. On peut faire. D'ailleurs, je vous avais dit que le dollar, il y a 3 semaines, ferait un rebond sur ce niveau, c'est ce qui s'est passé, et qu'on attendrait que les moyennes mobiles journalières tombent dessus. Je n'ai pas changé d'avis. Je pense que le dollar US en journalier peut continuer d'osciller ici, travailler le range des 100 points et des 102 points, et d'attendre que ces moyennes mobiles lui tombent dessus. D'ailleurs, ici, on a eu un beau death cross, avec une moyenne mobile simple à 50 jours qui passe sous la moyenne mobile simple à 2 jours, les deux moyennes mobiles ayant pris donc une pente baissière. Mon idée est donc que le dollar peut stabiliser ici, et qu'une fois les moyennes mobiles lui tomber dessus, avec les fondamentaux qui l'autoriseront, bien sûr, finir par casser ce range. Je ne sais pas, par contre, combien ce trading range daily va durer. Mais mon opinion, c'est qu'ici, nous avons en fait une zone de vente du dollar américain. Et que ces prochains mois, eh bien, il finira donc par enfoncer cette zone. Et en termes de traduction, j'estime que ici, c'est une grosse zone support de l'euro-dollar, 1,09, 1,10. Et donc, voilà, alors, je vais même jusqu'à vous dire que, pour moi, l'euro-dollar est haussier tant qu'il tient sa moyenne mobile à 200 jours. D'ailleurs, ici, vous avez un golden cross, en sens inverse. Donc, la moyenne mobile à 50 jours qui croise au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. C'est ce que vous avez donc en sens inverse sur le dollar américain face à un panier de devises. Je vois mal le dollar remonter jusqu'à sa moyenne mobile à 200 semaines, sauf gros choc externe. Alors, bien sûr, cela peut être dû à un choc géopolitique ou un choc macro, la récession, où là, clairement, oui, tout ce raisonnement de politique monétaire que je vous propose tombera à l'eau. Mais ça, tous ces risques, nous les connaissons, ce ne sont pas des signaux noirs, ils sont listés. Et naturellement, qu'un scénario boursier repose sur un modèle de probabilité et qu'il y a toujours une probabilité d'échec.
le risque géopolitique, la récession économique en font partie. Et donc moi je pense que le dollar peut continuer d'osciller ici, mais qu'il y a ici une zone de résistance qui ne franchira pas pour plus tard donc finir par casser par le bas. Bon, à suivre. En tout cas, eu égard au fait que les indicateurs techniques court terme sont quand même survendus, je ne serais pas surpris que voilà, on passe un peu de temps là-dedans avant de casser par le bas. Vraiment surveiller la toute prochaine clôture mensuelle et en particulier donc cet Ichimoku en données mensuelles. Positionnement institutionnel et spread de taux d'intérêt. Donc maintenant, après avoir vu tous ces éléments-là, que font les traders institutionnels? Alors, première chose, où s'informer? Vous vous informez en utilisant l'outil Commitment of Traders de la bourse de Chicago, Chicago Mercantile Exchange Group. Et ici, vous avez donc tous les actifs à votre disposition. Vous allez donc chercher le Foreign Exchange, Forex, pour marché d'échange flottant, à l'intérieur duquel vous prenez le taux de change de l'euro-dollar. Ensuite, vous avez plusieurs catégories d'investisseurs, les dealers, les asset managers, les traders à effet de levier, other reportable, non-reportable. Les particuliers sont là-dedans. Nous nous intéressons aux institutionnels, c'est-à-dire les mains fortes, ceux qui ont les capitaux, qui sont rassemblés dans les traders d'asset management et les traders de hedge fund, leverage. Prenons les asset managers, qui sont ici les plus importants. Nous avons donc, en parallèle de la remontée de l'euro-dollar, une augmentation de la position nette. En jaune, la différence entre les achats et les ventes. Là, notez que ça se replie un petit peu. Alors c'est normal, on peut aller jusque-là, hein, mais vous avez en fait ce trend chartiste, ce trend de baissier sur la position nette institutionnelle sur le cours de l'euro-dollar. Ce qui en fait, je trouve, va pas mal dans le sens de mon scénario qui consiste à dire que l'euro-dollar pourrait tergiverser dans cette zone en attendant les moyennes mobiles et avant ensuite de partir plus au nord. Et ce qui va, je pense, dans le sens de mon scénario d'un dollar US qui peut tergiverser dans cette zone, mais rester capé par cette zone résistante et finir ensuite par ressortir par le bas. Alors, dites-vous bien qu'à l'époque, lorsque vous avez eu ici cette forte hausse de la position nette institutionnelle sur l'euro-dollar, donc pour le dollar US, on raisonne à l'envers, eh bien, ce fut donc cette hausse ici à 1,1275. Le marché étant sorti par le haut de ce trading range, vous connaissez mon scénario, hein, horizon 6-9 mois, d'aller chercher ici la zone des 1,15, des 1,17. Mais d'abord, alors, encore une fois, hein, on achète sur support, on vend sur résistance. La zone support de l'euro-dollar est ici. Zone chartiste, zone de breakout chartiste, zone de moyenne mobile, etc., etc. Support de l'Ichimoku, il y a beaucoup de choses qui passent ici. Alors, le dollar US, le Fed cut pace, etc. Le dollar US conservera une orientation baissière, je vous l'ai dit, si la Fed a un rythme de baisse de taux agressif, donc de 50 points de base, et pour la bonne raison. Si la Fed baisse ses taux de manière agressive, les taux américains vont baisser, et donc baisseront plus vite que les taux des autres devises majeures. D'où l'intérêt d'étudier les spreads de taux. J'ai ici donc le spread de taux entre les États-Unis et le Japon, les États-Unis et la Suisse, les États-Unis et l'Allemagne pour la zone euro, les États-Unis et le Canada, les États-Unis et l'Australie. Et en réalité, le dollar US, qui est ici en bleu, j'ai tout superposé, restera sous pression tant que les spreads de taux conservent une orientation baissière. Au stade actuel, les spreads de taux conservent donc cette orientation baissière. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette nouvelle édition du Fast and Forex. J'espère qu'elle vous a plu, que vous l'avez trouvée informative. Et si c'est le cas, un petit like pour faire plaisir à Swissquote, me faire plaisir. Et vous pouvez vous abonner si vraiment, vous avez la main sur le cœur. Allez, salut, bonne semaine.